L'Empire d'Orient était depuis longtemps dans une grande décadence. Les Turcs, après avoir été 30 années auparavant défaits par Tamerlan, avaient repris toute leur force. Il était facile de prévoir que les chrétiens d'Orient, abandonnés et comme oubliés par l'Occident, ne pourraient pas longtemps encore défendre Constantinople. L'empereur faisait tous ses efforts pour être secouru par les princes chrétiens. Il avait, pour y mieux réussir, tenté de réunir l'église grecque à l'église romaine, et cette affaire avait fort occupé le pape et lui. Le danger pressait. Mehmet II, empereur des Turcs, rassemblait une puissante armée dans l'Asie mineure pour passer en Europe et assiéger Constantinople. L'empereur d'Orient avait déjà éprouvé toute l'indifférence des rois de la chrétienté. Il résolut de s'adresser au duc de Bourgogne. On savait ce prince plein de respect pour la foi chrétienne et porté aux nobles entreprises. Chaque année, il envoyait 1000 ducats aux chrétiens de Jérusalem. Dernièrement encore, revenant en Bourgogne, il avait su que, depuis 3 ans, la somme n'avait pas été payée et s'en était courroucé, disant qu'il n'était pas bon de devoir si longtemps à Dieu. D'ailleurs, sa puissance avait grande renommée dans les pays d'Orient. On y voyait arriver sans cesse les vaisseaux de Flandre, et dans ces contrées lointaines, on le nommait le Grand-Duc d'Occident. Un ambassadeur arriva à Dijon pour raconter la détresse et les alarmes de Constantinople. Il fut fort bien reçu et passa quelque temps à attendre la réponse du duc Philippe. Pour le disposer favorablement, il lui avait apporté de précieuses reliques. Sa longue barbe, ses manières étranges, son adresse à monter à cheval et à tirer de l'arc étaient un grand sujet de curiosité pour toute la cour de Bourgogne. Il commença par expédier l'ambassadeur de Constantinople. Il le chargea de dire à son empereur qu'il se rendait sans délai dans ses pays maritimes et que de là, il pourrait bien mieux lui faire passer des secours par mer et lui envoyer des vaisseaux et des hommes, l'assurant du reste de son zèle pour la foi chrétienne et de sa volonté pour le tirer de peine. Il ne laissa pas non plus partir cet ambassadeur sans lui faire les plus riches présents. Le sire de Wavrin fut envoyé à Venise pour y équiper 4 galères, et le seigneur Vasco de Saavedra voulut aller chercher les aventures de cette sainte guerre avec les chevaliers bourguignons. Le sire Geoffroy de Thoisy était chargé de se rendre à Nice pour y armer notre flotte. Le duc reçut la visite d'Élisabeth, duchesse douairière de Luxembourg, qui était son alliée de fort près, car elle avait épousé en premières noces son oncle, Antoine de Brabant, et avait eu pour second mari Jean sans pitié, ancien évêque de Liège. Elle était fille unique de Jean de Luxembourg et nièce des 2 empereurs Venceslas et Sigismond. L'un et l'autre avaient engagé au duc Antoine de Brabant le duché de Luxembourg, en garantie d'une dot de 120 000 florins promise à leur nièce Élisabeth et qui n'avait jamais été payée. Elle avait donc continué depuis son veuvage à jouir du duché, et elle l'avait vendu au duc Philippe, se réservant seulement l'usufruit durant sa vie. Ses sujets, qui avaient d'abord consenti à la vente, s'étaient révoltés depuis, et avaient cessé de lui payer les impôts. Ils avaient déclaré que leur véritable seigneur et les héritiers de leur ancien duc étaient Ladislas, roi de Bohême. Les gens de la duchesse Élisabeth avaient été chassés de Luxembourg, et le comte de Gleichen en avait pris possession au nom de Ladislas, roi de Bohême et duc de Saxe. En vain la duchesse Élisabeth s'était-elle adressée à l'empereur et aux princes de l'Empire pour avoir justice. Ladislas était de la maison d'Autriche, la maison de Saxe était puissante en Allemagne, ses plaintes n'avaient pas été écoutées. Elle venait donc implorer le secours de son neveu, le duc de Bourgogne. Elle fut reçue à Dijon avec de grands honneurs, et cette nouvelle et importante affaire fut mise en mûre délibération au conseil du duc. Élisabeth avait par un traité cédé tous ses droits au duc de Bourgogne, l'avait créé son main-bourg au duché de Luxembourg, et, renonçant à tout gouvernement, elle se contentait d'un revenu de 10 000 francs.
Dès que cet arrangement avait été conclu, le duc avait envoyé l'ordre au comte d'assembler son armée et de la mener sur la route de Bourgogne à Luxembourg. En même temps, il avait écrit aux divers seigneurs du pays de Luxembourg de lui porter aide dans la guerre qu'il allait entreprendre. Pendant ce temps-là, tout s'était apprêté en Bourgogne. Corneille, l'aîné des bâtards de Bourgogne, avait levé sa première bannière et formé une compagnie de 100 lances, la plus belle qu'on eût jamais vue, où s'étaient mis les plus nobles jeunes gens des états du duc. Les équipages du duc étaient encore plus brillants qu'à la coutume, de broderies, de perles et de diamants. Partout on voyait sa livrée noire et sa devise, autre Norée, avec les pierres à fusil jetant des étincelles. Aussitôt le duc partit. Déjà par son ordre, des lettres de défi avaient été portées au comte de Gleichen et aux gens de Luxembourg. Selon l'usage d'Allemagne, elles avaient été écrites au nom du duc, de tous ses parents, de ses alliés et même des principaux capitaines de son armée, car le duc aimait à se conformer aux coutumes de chaque pays. En même temps, le sire Simon de Lalaing était entré dans le Luxembourg avec 300 ou 400 combattants. Le pays tarda peu à être presque entièrement soumis. Les Saxons et leurs partisans n'avaient d'autre espoir que de se défendre dans les villes de Luxembourg et de Thionville, qui étaient très fortes. Il était difficile de prendre de force 2 villes comme Luxembourg et Thionville. On ne pouvait espérer de les avoir que par surprise ou par quelque traité. Mais les Allemands étaient gens prudents qui se gardaient bien. Comme dans l'armée du duc, il y avait quantité de gens de leur nation et parlant leur langue, ce pouvait être un grand sujet de méprise. De part et d'autre, on usait donc de sévères précautions. Toute la guerre se bornait à des courses et à des escarmouches. Là, de ne point voir les affaires avancer, le duc voulut essayer s'il réussirait mieux en traitant. Toute la noblesse du duché de Luxembourg était présente avec le conseil du duc de Bourgogne. Il était entouré de sa suite. Son chancelier commença par montrer en grand détail le droit de la duchesse Élisabeth. « Quant au fait de la guerre, dit-il en finissant, Monseigneur s'en expliquera. » Les Saxons exposèrent ensuite les motifs de leur maître. Lorsque le duc en eut écouté la traduction, il prit la parole. « J'ai bien entendu, dit-il, ce qui vient d'être expliqué de la part des ducs de Saxe sur le droit qu'ils peuvent avoir à ce duché, et mon chancelier a, par ma permission, déclaré les droits tant de ma tante que de moi. J'ai voulu que ces 2 chevaliers, ambassadeurs de Saxe, pussent ainsi que chacun bien savoir que je n'ai point entrepris cette querelle et cette conquête sans grande et évidente cause, et que je n'ai point intention de l'abandonner, Dieu est mon bon droit aidant. Il me propose de remettre en main neutre ceux que j'ai déjà conquis en ce duché, et de me trouver à jour marqué avec autant de gendarmes que je voudrais dans les pays des ducs de Saxe, afin d'y livrer bataille pour que le duché de Luxembourg demeure à celui à qui Dieu donnera la victoire. Certes, la bataille est ce que je demande, et je ne suis pas venu ici pour autre chose que pour rencontrer mes ennemis. Mais aller livrer la bataille au pays de Saxe, peut-être à 300 lieues d'ici, dans un lieu où je n'ai ni droit ni querelle, l'offre n'est pas raisonnable. Néanmoins, puisque ce duché est le seul sujet de la guerre, je consens à remettre aux mains de l'empereur les villes, châteaux et forteresses que j'ai conquis, comme aussi les ducs de Saxe y remettront tout ce qu'ils possèdent dans ce pays. Puis, nous y choisirons une place, et là, par l'épée ou la bataille, le droit de chacun sera connu par la permission de Dieu, et le victorieux sera possesseur. Et comme au pays de Saxe, il y a une grande noblesse et une chevalerie belle et renommée, de même que dans mes pays, il y a aussi une grande et belle noblesse et beaucoup de gens de bien, et qu'il serait grand dommage si, à l'occasion de nos querelles particulières, nous mettions en péril la vie de tant de nobles hommes, il me semble que nous devrions prendre jour, le duc de Saxe et moi, pour comparaître devant l'empereur. Alors, nous soumettant à son jugement, nous combattrions corps à corps jusqu'à ce qu'on eût vu par l'effet de notre bataille à qui la terre doit appartenir, sans répandre tant de sang humain ni faire périr ceux qui n'ont de part à la querelle que par l'amour et le devoir que chacun rend à son seigneur et ami. Ce langage où paraissait toute la vaillance, la chevalerie du bon duc Philippe et sa vivacité sur tout ce qui touchait son honneur, plut beaucoup aux assistants. Lorsque le maréchal de Lorraine eut traduit ces nobles paroles aux Allemands, ils répondirent que monseigneur le duc de Bourgogne avait très bien parlé et en valeureux prince, mais que, quant à la bataille, leur seigneur à eux était Ladislas, roi de Bohême, qui, n'ayant pour lors que 5 ans, était trop jeune pour combattre. J'ignorais, reprit le duc, que notre adversaire ne fût point d'âge suffisant. Il n'y a rien à demander aux enfants. Mais il y a sûrement quelques parents plus âgés, ce que j'ai dit pour l'un, je le dis pour l'autre. Cette conférence n'eut point d'autre conclusion. On continua à se livrer de petits combats, à tenter quelques surprises, à se conduire bravement dans les rencontres. Enfin, après quelque temps passé de la sorte, après avoir cherché les moyens de surprendre l'une ou l'autre ville, on commença à faire moins de courses autour des murs pour ne donner aucune méfiance à l'ennemi.
De moments en moments, on avait envoyé des messages au duc. Il était 2 heures de la nuit. Il se leva, s'arma de toutes pièces, fit amener son cheval et apprêter tout son monde. Mais ne voulut pas manquer à entendre la messe et à dire ses prières, comme il faisait toujours en se levant. Ses pages, ses serviteurs déjà à cheval s'impatientaient. Il arrivait à chaque instant de nouveaux messages pour annoncer que tout allait bien. Chacun brûlait de partir. Le duc était homme de sang-froid et ne s'émouvait qu'à bon escient. « Dieu m'a donné la victoire, dit-il doucement. Il saura bien me la garder, et il peut sur mes prières faire autant qu'avec toute ma chevalerie. » Le duc acheva tranquillement ses prières. Quand elles furent dites, il s'en alla au plus grand train de son cheval. En arrivant, il savait que l'escalade avait réussi, mais non point encore que les portes furent forcées et son armée entrée. Aussi, dès qu'on aperçut la muraille, les jeunes gens qui étaient en sa compagnie commencèrent à ôter leurs éperons, à raccourcir leurs lances et voulaient descendre de cheval, croyant qu'il y aurait quelque assaut, quelque combat main à main. Mais, en approchant, ils virent au-dessus de la porte le sire de Saveuse qui cria de loin au duc « Monseigneur, entrez dans votre ville, car tout est à vous et à votre commandement. » Il trouva son armée rangée en bel ordre sur la place du marché, presque à la portée des coulevrines du château. Il n'y avait plus nul combat dans la ville. Le duc ordonna que ces gens ne restassent plus ainsi exposés au canon, puis alla à l'église rendre grâce à Dieu. Bien que la ville eût été prise d'assaut, il n'y avait eu aucun désordre. Pour réussir dans l'attaque, il avait fallu observer une exacte discipline, mais le pillage appartenait de droit à l'armée. On régla qu'il serait partagé également entre tous, que chacun serait tenu de rapporter ce qu'il prendrait dans les maisons et qu'on mettrait tout en vente. Les femmes, les enfants, les habitants allèrent se réfugier dans les églises qui furent respectées, puis les gens de guerre se répandirent partout. On avait fait prêter serment à tous de ne rien garder de ce qu'ils prendraient. Ils apportèrent tous assez fidèlement même l'or, l'argent, les joyaux et les riches fourrures. Le comte de Gleichen ne pouvait espérer aucun secours, cependant il ne rendit point Thionville. Hormis cette forteresse, le duc se trouva pleinement maître du Luxembourg, sans y avoir perdu beaucoup de monde et en 2 mois de temps. Mais il s'écoula longtemps encore avant que cette possession fût reconnue par des traités. Il passa quelque temps à Luxembourg. La duchesse de Bourgogne et la vieille douairière de Luxembourg vinrent l'y trouver. Toute la noblesse du pays se rendit auprès de son nouveau souverain. Les villes voisines de Metz, Toul, Verdun lui envoyèrent des ambassadeurs. Les lecteurs de Trèves vinrent le visiter. Pour lui, il s'efforçait de se faire bien vouloir par ses nouveaux sujets, et afin d'y mieux réussir, il voulait surtout que ses gendarmes ne fissent tort ni violence à personne. Un grand exemple de sévérité qu'il donna lui gagna la confiance de ce peuple allemand qui avait grand besoin d'être rassuré. Après 2 mois passés dans sa nouvelle seigneurie, le duc considéra cependant son entreprise comme terminée. Il résolut de s'en aller laissant pour gouverneur Corneille, bâtard de Bourgogne. Tout vaillant et aimable que fût ce jeune seigneur, il avait encore besoin de conseils. C'était aussi pendant ce temps-là que les galères envoyées par le duc Philippe au secours des chrétiens d'Orient parcouraient la mer Méditerranée, portant partout la terreur de son nom. Geoffroy de Thoisy arriva à temps pour sauver Rhodes, où le sultan d'Égypte venait assiéger les vaillants chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qu'abandonnaient sans défense les princes de la chrétienté. Il leur prêta les canons de ses galères et s'enferma avec eux. Tous les assauts des infidèles furent repoussés, leur flotte presque détruite. Puis Geoffroy de Thoisy alla rejoindre la flotte du sire de Wavrin qui gardait le détroit de Constantinople contre les Turcs. Il entra jusque dans la mer Noire, descendit plusieurs fois sur les terres des mécréants, tantôt vainqueurs, tantôt vaincus. Il tomba même entre leurs mains mais fut délivré sur la demande du souverain de Trébizonde. Les 2 chefs bourguignons retournèrent ensuite à Venise réparer leurs galères, reprirent la mer, défirent les infidèles dans l'île de Chypre, détruisirent tous leurs vaisseaux sur la côte de Barbarie et ne rentrèrent à Marseille qu'après 3 années de glorieuses aventures. Mais de telles entreprises ne faisaient pas même la gloire de ces braves chevaliers, tant la chrétienté songeait peu aux intérêts de la vraie foi, et elles étaient de bien peu d'effet pour arrêter la puissance des infidèles dans l'Orient. Les Turcs
conduit par Mehmed II, petit-fils de Bajazet, menaçait chaque jour de plus près Constantinople, sans qu'aucune alliance ou entreprise se formât dans l'Occident pour sauver les derniers restes de cet empire chrétien.